too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. I'm no good at being good, but I never said I was. And I feel misunderstood, cause I'm trying hard to love. I'm sorry, my actions, they haunt me, and I'll never live it down. I'm no good at being good, but I never said I was. You call my bluff, I won't pick up, I let it ring. Record your voice so I can listen back again. Sorry, I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. Le sujet du changement climatique est un sujet aussi urgent que la crise sanitaire qui nous occupe actuellement. Consciente de ces enjeux, Harmonie Mutuelle est fière de contribuer à son échelle à la prise en compte des enjeux du changement climatique. En effet, notre mutuelle a mis en place un plan environnement avec des actions concrètes allant de la mobilisation des acteurs de la santé sur des questions de recyclage de médicaments et dispositifs médicaux, en passant par une politique d'achat responsable ambitieuse jusqu'à des actions de sensibilisation qui visent à favoriser la réflexion et la prise de conscience des enjeux liés aux questions environnementales. Cette soirée avec un invité prestigieux comme Jean-Louis Etienne en est d'ailleurs une bonne illustration. Pas de vent favorable pour ceux qui ne savent où il va, disait Sénèque. Jean-Louis Etienne fait partie de ceux qui peuvent nous montrer la voie. Explorateur des mondes polaires, commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier des palmes académiques, Jean-Louis Etienne fut le premier homme à atteindre le pôle Nord en se dirigeant grâce au soleil et tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. Je le remercie sincèrement de partager avec nous son intelligence, son temps et son expérience pour nous permettre d'éveiller nos consciences aux enjeux, non pas de demain, mais bien d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le Webson, l'émission du magazine Sans Transition. Écologie, social, environnement, notre revue engagée sur les territoires du local au global traite de transition sous tous ses angles dans la société. Le principe du Webson, 20 minutes d'entretien avec une personnalité de la transition, suivi d'une conversation citoyenne avec les internautes durant plus d'une heure. Donc nous avons 1h30 environ à passer ensemble. Pour cela, pour pouvoir converser avec Jean-Louis Etienne, je vous invite à poster vos commentaires et vos questions directement dans Zoom via la fenêtre « Converser » en bas de votre écran et de suivre les indications qu'on vous donnera dans le fil de discussion. Cette émission, comme je l'ai dit, est en direct et nous vous remercions d'être si nombreux à nous suivre à la fois sur Zoom, sur notre page Facebook ainsi que sur la page Facebook de notre partenaire Harmonie Mutuelle. Vous pourrez voir et revoir cette émission, mais aussi l'écouter en replay sur la chaîne TBO TB Sud et sur la radio RCF. J'en profite pour vous dire aussi, si vous souhaitez participer au financement de cette émission, ne vous gênez pas, c'est la presse libre et indépendante et rendez-vous sur la plateforme OKPAL sur laquelle vous pourrez bénéficier de 66% de réduction d'impôt sur vos dons. Ceci est dit, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité du jour. Mesdames et messieurs, voici Jean-Louis Etienne. Jean-Louis, bonjour. 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 Jean-Louis Etienne, vous êtes donc médecin et explorateur. Le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. Vous avez fait le tour du monde avec Éric Taberly, on le connaît bien, et vous avez participé à de nombreuses expéditions, alors là, partout dans le monde, Himalaya, Groenland,
Patagonie, Antarctique. Vous travaillez actuellement au déploiement de PolarPod pour explorer l'océan austral à bord d'un bateau vertical. C'est absolument incroyable. Vous êtes un infatigable défendeur de la planète et un formidable pédagogue. Bref, vous étiez l'invité idéal pour ce Webson. Et maintenant, place à l'info. C'est la première partie de notre émission. C'est le grand entretien. Jean-Louis Etienne, donc après plusieurs tours du monde à la voile, vous avez gravi des montagnes, la face nord de l'Everest, exploré les pôles nord et sud, à ski, en traîneau, bref, en capsule dérivante, en ballon. Et bientôt, 70 ans, vous prévoyez une dérive dans un bateau vertical, comme je l'ai dit, dans les courants de l'Arctique. En soirée dans un roman de Jules Verne. Est-ce que vous pourriez nous dire juste pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce qui vous anime? Ben, je fais ça parce que ça me plaît. Et moi, depuis ma jeunesse, je suis très autodidacte. J'ai choyé la liberté de pouvoir inventer mes projets, de faire tout ce que je voulais comme expédition, et j'en ai fait petit à petit mon métier. Mais je suis de temps en temps, je dis je suis entrepreneur d'expéditions lointaines parce que chaque expédition est une entreprise, c'est-à-dire il y a une idée, il faut réunir une équipe, des moyens, des solutions techniques, et j'aime cette ambiance de créativité, d'entreprise que me donne la liberté d'entreprendre que j'ai. Alors, la prochaine expédition, elle s'appelle PolarPod. Vous l'avez bien décrit en parlant d'un navire vertical. C'est en fait un grand flotteur vertical qui fait 100 mètres de haut, qui pèse 1000 tonnes. Et donc c'est un bouchon, vous voyez, qui va permettre de dériver autour de l'Antarctique. Nous allons étudier l'océan qui entoure l'Antarctique, qu'on appelle l'océan austral, que les marins appellent les 50e hurlants. Ce sont des zones donc très ventées, qui sont assez peu visitées finalement par les scientifiques. Et donc la difficulté, c'était d'inventer un vaisseau qui permette de rester tranquille dans des bonnes conditions de sécurité et de confort sur cet océan de tempête, parce que cet océan, il est loin. Là, quand je parle de l'Antarctique, donc vous avez bien compris, c'est le pôle sud. Donc il est loin, il est peu étudié, et donc c'était ça le défi. Et le PolarPod va permettre d'étudier cet océan qui reste encore un océan méconnu. Alors, il y a quelques jours, il y a la mission Polarsten qui est rentrée après un an d'exploration. Alors, non pas dans l'Antarctique, mais dans l'Arctique, c'est-à-dire au nord. Et Éric Brossier, qui était l'un des explorateurs que vous connaissez sans doute, a déclaré sur France Info, il a dit « On trouve de moins en moins de glace pluriannuelle, c'est-à-dire de glace qui résiste à la fonte estivale. La machine s'emballe, en parlant de la machine climatique évidemment, hein, c'est certain. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la machine s'emballe, Jean-Louis? La machine s'emballe, ça veut dire que le réchauffement climatique, c'est une inertie colossale. Donc ils ont bien sûr étudié d'une manière remarquable l'océan Arctique, c'est-à-dire l'océan du Nord, le pôle Nord, qui est particulièrement touché. Le Nord est particulièrement touché. L'Arctique est très touché. On le voit, les informations qui nous sont données tous les ans à la fin de l'été, l'océan du pôle Nord, la glace sur l'océan du pôle Nord est de plus en plus réduite. Et donc, ils sont allés étudier l'océan Arctique. Alors, je reviens à une chose que j'avais vécue en 1990. Je rentrais de la traversée de l'Antarctique. Là, je reviens au pôle Sud. L'Antarctique, c'est le pôle Sud. J'ai traversé en équipe internationale le pôle Sud. Et en revenant, j'avais fait une conférence avec un glaciologue français très connu dans le milieu scientifique qui s'appelle Claude Lorius. Et Claude Lorius avait eu cette idée, cette intelligence de dire, mais dans les glaces de l'Antarctique, dans cette épaisseur énorme de glace, il y a des petites bulles d'air emprisonnées qui datent du moment où elle s'est faite. Vous savez, quand il neige, c'est la neige qui est poudreuse, elle est légère, elle se pose sur le sol, parce que c'est un tapis de neige et un tapis d'air. Et petit à petit, cette neige se transforme, et les petites bulles d'air qui sont dedans restent emprisonnées. Et Claude Lorius dit, mais si on fait des carottages, on va puiser profond, on va avoir ces bulles d'air anciennes qui vont nous donner la composition de l'air d'il y a très longtemps. Et aujourd'hui, on creuse jusqu'à 3000 mètres et
on a à peu près l'histoire du climat de 1 million de la Terre. Donc, moi, je fais ma conférence sur la traversée de l'Antarctique avec les chiens, et lui, il nous parle effectivement de ce qu'il trouve dans les glaces de l'Antarctique. Et il nous montre une courbe qui dit que la Terre a sa vie propre. Elle a connu des périodes beaucoup plus chaudes, des périodes plus froides, des périodes plus chaudes, des périodes plus froides. Donc la Terre, elle a sa vie propre. Et on connaît ces alternances qui sont lentes sur des dizaines de milliers d'années. Et il nous montre quelque chose, et il dit, regardez, depuis 150 ans, alors que ça devrait normalement aller comme ça, en remontant, tout d'un coup, hop, ça remonte brutalement. La composition de l'air du gaz carbonique, la température moyenne à la surface de la planète augmente. Et il nous dit une phrase qui rejoint ce que vous me dites, et Claude Lorus dit, le processus est enclenché. Le processus est enclenché, ça veut dire que cette machine climatique est en train de se déréguler, si vous voulez, la dérégulation est en route, et ça donne l'idée et la juste notion d'un phénomène climatique qui a une ampleur planétaire et qui a une inertie colossale. C'est pour ça, quand on parle de réchauffement climatique, on parle d'une maladie qui est en train de se compliquer sérieusement la planète, et c'est pour ça qu'il faut agir très très rapidement. Donc, dans le mot enclencher, vous allez dire quelque chose qui est lourd, qui va aller dans le sens d'une transformation planétaire contre laquelle on peut éventuellement agir. Alors, vous dites on peut éventuellement agir, ça veut dire que c'est enclenché mais que c'est pas irrémédiable? Ah, il faut plus une illustration. Le principal gaz à effet de serre dont on parle, c'est le CO2, donc le CO2 qui vient effectivement de la combustion des énergies fossiles. Et pour vous donner une idée du temps qu'il faut pour réparer les choses, quand des parents ont un enfant qui naît, le papa il prend la voiture, il va à la maternité avec sa voiture. Le CO2 qu'il a émis à sa voiture en allant voir son bébé qui vient de naître, ce CO2-là sera recyclé dans un siècle, quand l'enfant aura 100 ans. Donc voyez cette notion de très très lente du recyclage potentiel du gaz carbonique qui est dans la nature, par la nature. Donc ce que l'on peut faire, pour rester simple, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre, donc limiter les combustions des énergies fossiles, à commencer d'abord par limiter le plus possible, voire éradiquer le charbon. Le charbon, c'est celui qui émet le plus de gaz carbonique pour la même quantité d'énergie. Le charbon émet 2 fois plus de gaz carbonique que le gaz pour la même quantité d'énergie produite. Donc limiter les émissions. Et deuxièmement, mais on va y revenir, c'est accélérer la recapture du gaz carbonique qui est dans l'air par la nature, c'est-à-dire par les plantes. Mais justement, Jean-Louis Etienne, ce que vous nous dites, ça vient aussi, c'est aussi ce que dit le GIEC, qui a coutume de dire qu'il faudrait maintenir sous les plus 2 degrés de réchauffement global la planète pour éviter un emballement, mais soit diminuer par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et par 4 d'ici 2050. C'est absolument monumental. Quand on a vu l'effet du confinement, par exemple, où tout le monde disait « Wow, c'est magnifique, on a baissé nos émissions », mais c'était epsilon par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc, honnêtement, ça vous paraît jouable de descendre à ce point-là? Je vais illustrer les 2 degrés pour qu'on comprenne bien. Notre corps humain, à 37, il a la température normale. À 38, il a pris 1 degré. On appelle ça en médecine une fébricule, une petite fièvre. Souvent ce qu'on appelle une fièvre chronique. Quelque chose qui traîne, vous voyez, dont on ne s'occupe pas et on commence à s'en occuper aux premières complications. La planète, elle a pris 1 degré. Elle a 38, entre guillemets, vous voyez. Elle a 38. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec une élévation de la température moyenne de 1 degré. Ça a mis 150 ans pour arriver à une période où on consommait beaucoup de charbon. On continue beaucoup à consommer du charbon, mais on consomme de plus en plus d'énergie, surtout d'énergie fossile. Donc, limiter à 2 degrés, ça voudrait dire, mais prendre des mesures draconiennes pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre, déjà limiter le CO2 lié à la combustion des énergies fossiles, et puis trouver, bien sûr, accélérer la production d'énergie décarbonée. On appelle ça les énergies renouvelables, mais il n'y a pas que, donc qui sont décarbonées et qui nous permettraient d'avoir un niveau d'énergie satisfaisant sans émettre de gaz carbonique. Donc pour rester dans les 2 degrés, il faudrait agir immédiatement, maintenant, d'une manière efficace, drastique. On le fait, que des mesures sont prises. On voit bien que la COP21 nous a donné une ligne de conduite, mais ça touche, depuis que nous parlons tout à l'heure, le nombre de voitures qui circulent en France, des gens qui rentrent à la maison du travail, il y a des trains qui circulent, il y a des avions un peu moins qui décollent, il y a des engins de chantier qui travaillent. Vous voyez, ça touche la vie. L'énergie, c'est l'activité économique, c'est la vie. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? On a arrêté la mobilité. On ne se déplaçait plus dans le monde entier. Vous avez vu que bon, ça a des conséquences, je dirais, favorables pour l'environnement, mais en même temps, ça a arrêté brutalement l'économie mondiale. Et vous voyez, on est dans une situation compliquée. Donc, ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire, mais cette transition, il faut l'accélérer à fond maintenant. Il faut l'accélérer, ça. Je crois que, en tout cas, les internautes qui sont derrière leur écran là aujourd'hui en sont convaincus. Mais de temps en temps, je pense qu'on peut aussi se sentir désemparé quand on voit, par exemple, les compagnies minières se réjouir, certaines, de la fonte de la banquise pour pouvoir exploiter de nouveaux gisements de gaz ou de pétrole. Ou alors quand on voit le gouvernement français qui semble comme hésiter à s'engager sur les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Ma question, c'est finalement, oui, il y a les scientifiques qui alertent, mais là, ça fait quand même plus de 30 ans qu'elle alerte ce corps scientifique, et avec le GIEC, je l'ai dit, donc c'est un groupement de 100 scientifiques internationaux, indépendants. Mais donc, que penser finalement de la cohérence politique? Parce que les scientifiques ont beau alerter, si à un moment le politicien ne prend pas ses responsabilités et n'a pas des actions cohérentes, est-ce qu'on peut avancer? Oui, on peut avancer. Je vais vous donner un exemple. Il y a en Australie, au nord-est de l'Australie, sur la côte est, il y a une mine de charbon avec des réserves considérables. L'Australie a encore beaucoup de centrales au charbon. Donc c'est quelque chose qui était une ressource intéressante. La population australienne écolo, pas qu'écolo, la population s'est opposée petit à petit. Il y a eu des mouvements d'opposition importants pour l'exploitation de cette mine de charbon par les Australiens. Donc les Indiens se sont rapprochés de l'Australie en disant « Nous, ce charbon, on en a besoin ». Un pays qui est pauvre comme l'Inde, la Chine à ses débuts, maintenant n'est plus un pays pauvre, mais continue toujours, a besoin de beaucoup de charbon parce que c'est l'économie fossile la moins chère. Voilà. Et donc, ils ont proposé à l'Australie d'exploiter cette mine de charbon. Pour ça, il fallait couper la barrière de corail pour pouvoir faire entrer les bateaux pour aller chercher le charbon sur la côte. Donc, voyez les dégâts. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bien sûr, il y avait des investisseurs, les investisseurs des banques, etc. Et donc, quand on a commencé à pointer du doigt les banques qui ne jouaient pas le jeu, qui continuaient à investir sur cette énergie trop carbonée, à ce moment-là, je peux vous dire, quand ça a commencé à apparaître dans la presse et que des clients ont commencé à se manifester, là, il y a une réduction des investissements. Voilà, si vous voulez, un mouvement qui a bien marché. Ensuite, un exemple français. Il nous reste encore en France 4 centrales au charbon, dont une à Gardanne, dont une et deux du côté de Nantes. Il est évident que ça fait longtemps que les hommes politiques français ont décidé on va arrêter. Bon, ça représente 1200 personnes à recaser dans une autre activité. Et c'est extrêmement compliqué. Et donc là, on touche l'aspect social.
de la transition écologique d'une manière générale. Et donc si on veut vraiment arranger les choses, il faut investir. Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? Voilà. J'avais touché un bouton qu'il fallait pas. Vous m'entendez toujours? Non, je ne t'entends plus. Jean-Louis, je ne vous entends plus. On vous entend, monsieur Étienne. Mais a priori, Vous pas. m'entendez? On vous entend, monsieur Étienne, mais a priori plus Magali. J'entends plus rien. Mais en tout cas, on vous entendait. Si vous voulez poursuivre. Moi, j'avais appuyé sur un bouton qu'il fallait pas, mais je vois que mon micro marche. On vous entend. Si vous voulez poursuivre, le temps qu'on règle le problème de Magali, allez-y. D'accord. Donc, je parlais des conséquences sociales d'une transition énergétique quand on ferme les centrales au charbon. Donc, ce qui est important, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est mettre en œuvre les énergies renouvelables. Les éoliennes, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place sur Terre, mais il y en a quand même et ça marche bien. Mais il est évident que les éoliennes en mer, l'avantage, c'est qu'il y a du vent. Le vent est beaucoup plus constant. C'est une ressource qui est là sur laquelle on peut compter. L'impact sur les populations et sur les pêcheurs, quand c'est bien géré, se passe bien. Et aujourd'hui, on met en route, la France va mettre en route du côté de Saint-Nazaire, un parc d'éoliens, et chaque turbine fera 8 MW. Ça vous dit rien, ça 8 MW, mais pour comparer ce que c'est, les centrales, les génératrices, les éoliennes que nous avons dans nos campagnes en France, elles ont une puissance de 2 MW. Celles qu'on va mettre en mer, ça va être des 8 MW. On va exploiter ce vent-là. Donc, il faut déplacer progressivement l'emploi depuis des ressources fossiles qu'il faut vraiment éradiquer vers des nouvelles sources d'énergie décarbonée. Bien sûr, Jean-Louis, bien sûr. Et vous parliez tout à l'heure de la centrale à charbon de Gardanne. Voilà, elle devrait bientôt s'arrêter. Mais maintenant, si on parle un petit peu d'autre chose que de climat, votre vie est faite de voyages et d'expéditions. Ça, je crois qu'on l'a tous compris. Et étonnamment, un de vos derniers livres, Aux arbres citoyens, parle des arbres et de votre rapport avec eux, et notamment de l'apaisement qu'ils vous procurent. Or, il n'y a pas beaucoup d'arbres sur les pôles. Donc, et on sait que vous accordez une grande importance aussi à la marche. Et pourquoi est-ce que vous avez tant besoin de ces deux écosystèmes, à la fois ces grands espaces vierges et puis de l'enracinement? Bon, alors Magali, moi je ne vis pas au pôle. J'y passe du temps, Non. je monte des expéditions. Je suis né à la campagne dans le Tarn. Moi, derrière chez moi, c'était la campagne. J'ai toujours aimé vivre dans la nature. La nature, ça a été mon refuge, en fait. Moi, j'étais très timide. Et la nature, c'était mon refuge. Et j'ai toujours habité dans des coins boisés, dans des campagnes, etc. Donc, ça fait partie de mon environnement naturel. Alors, ce livre, Aux arbres citoyens, au départ, c'était... les éditions Paulsen m'ont demandé un livre sur le travail manuel, sur le bois, sur les cabanes, parce que c'est ce que je fais depuis toujours. Moi, je voulais faire menuisier, vous voyez. Mais au collège technique, il n'y avait pas de place, on m'a mis ajustage sur métaux. Bon, et j'ai repris du goût à la scolarité. Et après, j'ai pu faire le bac, etc., médecine, et j'ai continué autrement. Mais le goût du travail du bois est toujours resté. Là, je vous parle, je suis sur une table qui est mon bureau que j'ai fait avec un copain qui a un atelier qui me permet de travailler sur des grosses masses de bois. Voilà, donc c'était ça l'idée. Et puis, j'ai commencé à écrire ce livre, mais je me suis rendu compte que le bois, il vient de l'arbre. Vous voyez, ça tout le monde le sait. Et donc, je suis entré dans le rôle de l'arbre dans l'écosystème Terre. Et là, donc, je me suis dit, mais attends, mais c'est de l'arbre dont il faut parler. Et l'arbre, si vous voulez, tous les rôles qu'il joue, juste pour le décrire un petit peu, l'arbre, c'est comme toutes les plantes. C'est le miracle de la photosynthèse. Les feuilles vertes, elles captent le rayonnement solaire, elles prennent le gaz carbonique qui est dans l'air. Sous l'action du soleil, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Elles synthétisent le glucose, c'est-à-dire leur nourriture. Elles prennent donc le CO2 dans l'air. Avec l'action du soleil, elles font du glucose, donc elles se nourrissent,
et elle libère de l'oxygène. Donc déjà, c'est un rôle essentiel dans la régulation climatique, on va dire, de la composition de l'air en gaz carbonique. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que pour alimenter, pour faire fonctionner cette nourriture, pour amener la nourriture à la rencontre du soleil, il lui faut de l'eau et des sels minéraux. Elle les prend dans le sol. Les racines vont très loin. Il y a du mycélium, il y a des champignons qui nourrissent en même temps dessous. L'eau monte dans les racines par capillarité, elle monte dans le tronc. Et puis, il se passe quelque chose. Il faut une autre force pour que l'eau arrive tout à fait en haut de la canopée et amène l'eau et les sels minéraux aux feuilles qui se développent. Et ça, les arbres, ils transpirent. Vous voyez, un chêne de chez nous qui a 50 ans transpire quand il est du printemps à l'automne, c'est-à-dire quand il a les feuilles, transpire 250 litres par jour d'eau pour amener l'eau et les sels minéraux tout en haut. On appelle ça l'évapotranspiration. Donc voyez le rôle de l'arbre. Il fixe le sol, il fixe l'hygrométrie du sol. Le tronc, il stocke le carbone. Quand vous allez acheter chez un magasin de bricolage une poutre en bois qui fait 2 kg, vous avez acheté 1 kg de carbone. Vous voyez, dans le bois, le poids du bois sec, la moitié du poids du bois sec, c'est du carbone. Ça, c'est le tronc. Et ensuite, toute la canopée, tous les arbres, les feuilles, etc., les branches, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Il y a une vie considérable, les oiseaux, etc., mais une multitude d'insectes qui sont là. Et donc, l'arbre, il a un rôle essentiel. Quand je vous parle de cette transpiration, ceux qui travaillent dans la forêt amazonienne, un hectare de forêt amazonienne transpire 40 tonnes d'eau par jour, un hectare. Et donc ceux qui travaillent dans la forêt amazonienne parlent des rivières volantes, c'est-à-dire que la vapeur d'eau qui sort de la canopée vole comme ça, des rivières volantes. Et ces rivières volantes, elles se déplacent et elles vont jusqu'à l'Argentine, l'est du Brésil, l'Uruguay, et amènent la pluie et l'humidité. Et bien depuis qu'on a supprimé une grande partie de la forêt amazonienne, il y a de la sécheresse dans ces régions-là. Donc, vous voyez, c'est ce rôle-là clé que joue l'arbre. C'est pour ça que j'ai voulu en faire un livre pédagogique, parce que ce qui est important, c'est de comprendre les choses pour pouvoir effectivement s'y attacher et les défendre. Ben justement, vous parlez de pédagogie, Jean-Louis, et moi je me demande de temps en temps, enfin je vous ai vu en conférence à plusieurs reprises, hein, et je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est parce que vous venez d'une formation manuelle, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous étiez tourneur-fraiseur d'abord, est-ce que c'est parce que vous venez d'une formation manuelle que vous êtes très attaché à la réalité et que vous ne paraissez pas déconnecté, j'ai envie de dire, pour l'ensemble d'entre nous? Je pense à certains scientifiques, de temps en temps, ils parlent, et on a l'impression qu'ils viennent, et les explorateurs, n'en parlons même pas, qui viennent de la Lune, quoi. Et vous, on comprend toujours très, très bien. Est-ce que c'est ce rapport à la réalité qui est essentiel pour vous dans votre travail et dans votre pédagogie? Oui, ça a toujours été... Moi, j'ai une tentation pédagogique très ancienne. Je vais vous dire un truc. J'ai fait la course autour du monde sur Penduic 6 avec Tabarly, c'était en 77-78, donc j'étais bien plus jeune. Et il y avait 2 marins importants avec moi, il y avait Philippe Poupon et Titouan Lamazou. On s'est vu il n'y a pas très longtemps, et Titouan Lamazou, mon surnom c'était Papy, vous voyez, j'avais 31 ans, et les équipiers, ils avaient 24 ans. Donc moi j'étais le médecin, j'étais le confident, bon voilà, j'avais eu le surnom sympa de Papy, qui ne me dérangeait pas du tout, voilà. Et on a parlé l'autre jour, et donc je leur dis, mais pourquoi vous m'appelez Papy? Alors Titouan Lamazou, en rigolant, je connais bien Titouan, me dit, mais c'est parce que tu faisais déjà vieux. Et Philippe Poupon m'a dit un truc, mais non, Papy, on t'appelait Papy parce que tu nous racontais des histoires. En fait, j'aime la pédagogie, j'aime expliquer, et vous avez raison, moi je suis issu de... Moi j'ai été très autonome, par nécessité. Vous voyez, à 15 ans, je voulais jouer de la guitare, je l'ai construite, ma guitare, je l'ai là, elle émet des sons, c'est pas terrible. Vous voyez, après j'ai eu des mobylettes que je réparais moi-même, après j'ai eu que des voitures d'occasion que je réparais moi-même. Donc moi je suis issu
du côté pratique des choses. Et quand j'entends de temps en temps des réunions où il y a des écologistes performants et qui concluent en disant « il faut changer de paradigme ». Moi, je veux bien, ça me plaît bien, mais quand vous sortez de la salle, bon, comment on fait pour changer de paradigme? Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de mettre des mots, des images sur la réalité. Quand je parle du réchauffement climatique, je reprends souvent ce que je vous ai dit tout à l'heure, comparé avec la température normale du corps. Autre chose, on a fait du réchauffement climatique, un sujet de conversation populaire. Ce n'est pas un sujet de conversation populaire, c'est une mesure scientifique. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle, la température moyenne du globe. 1 degré en un siècle. Personne ne peut percevoir une élévation de la température moyenne de 1 degré en un siècle. Vous voyez, ce n'est pas possible. Quand 2 personnes vont à la boulangerie le matin acheter la baguette au mois de juin, le 15 juin, et ce jour-là, il fait froid, parce que ça arrive de temps en temps, il y en a un qui va dire à l'autre, tu y crois, au réchauffement climatique, on se caille. Mais ça ne se perçoit pas, vous avez compris, on ne perçoit pas 1 degré. Voilà. Et je trouve qu'on a perdu du temps. On a perdu du temps parce qu'on est parti en explication, personne ne savait très bien si, etc. Mais aujourd'hui, on est en face de ça. Donc moi, la pédagogie, c'est quelque chose qui me permet de trouver des images, de passer au tamis des choses complexes pour sortir quelques images, quelques mots simples, percutants, parce que un homme politique, une femme politique, ils sont submergés de questions. Les personnalités, c'est énorme. En plus, quand les réseaux sociaux se mettent à les attaquer un petit peu, ils sont focalisés là-dessus, ils perdent un peu de leur efficacité. Et donc, je dis tout le temps, pour qu'ils incarnent, pour être actifs sur quelque chose, il faut l'incarner, il faut avoir vraiment ressenti, il faut comprendre ce qui est en train de se passer et ne pas faire croire aux gens qu'on va changer comme ça avec une loi, avec paradigme, je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire? Non, la solution, elle est globale, et ça veut dire que chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Chacun a un rôle à jouer. Et donc, il faut arriver à incarner la solution. La transition ne se fera que si chaque individu, à son endroit personnel, familial, professionnel, politique, prend les choses en main d'une manière efficace. Et arrêter de faire croire qu'on peut tout d'un coup trouver un monde zéro carbone du jour au lendemain en mettant des éoliennes du soleil. Non, il y aura une transition. Et la transition, c'est très long. Quand un homme politique dit « on va faire ça », le temps que l'administration le digère en face des textes et que ce soit mis en place, l'homme politique, il est déjà parti. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est très compliqué. Je suis assez indulgent avec les décisionnaires parce que je fréquente assez souvent les hommes politiques qui s'occupent d'environnement. Ils se couchent jamais très tôt, ils se couchent très tard, ils se lèvent très tôt, ils sont submergés de questions, ils sont submergés de gens qui ne sont pas contents et ils essayent de faire beaucoup. Donc moi je dirais presque soyons à côté d'eux, accompagnons, mais devenons acteurs, n'attendons pas tout le temps qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Donc, chacun doit agir en fonction de sa zone d'influence. Ça, je sais que c'est votre phrase, choc. Et puis, nous, en tout cas, chez Sans Transition, on l'a fait nôtre aussi. On essaie à notre moindre mesure d'agir en tant que journaliste. Pourquoi moindre? Chacun, vous agissez, je le sais ce que vous faites. Sans Transition, vous agissez très très bien. Continuez. Mais merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir répondu à toutes mes questions. Voilà, c'était le grand entretien. Et maintenant, nous pouvons passer dans la seconde partie de cette émission, c'est-à-dire la conversation citoyenne. Donc, je vais vous prier, à tous ceux qui le souhaitent évidemment, de participer. Pour cela, vous allez dans l'onglet « Converser » sur Zoom, c'est en bas de votre écran. Vous suivez le fil de discussion, vous verrez, Stéphane va tout vous expliquer pour pouvoir participer. Et sinon, vous n'hésitez pas à poster évidemment vos commentaires ou à poser vos questions sur les réseaux sociaux, donc notamment nos pages Facebook. Voilà, du coup, on va commencer, Stéphane, c'est parti. On a une question d'un internaute, s'il te plaît? Oui, Magali, on a une première question de Nadine, qui est de l'Agence normande de la biodiversité. J'allume son micro tout de suite.
Bonjour Nadine, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, je vous entends très bien, merci. Bonjour à tous. Parfait, bonjour. Oui, bonjour, On vous monsieur écoute, Jean-Louis Étienne. vous écoute. Bonjour Monsieur Étienne, bonjour à tous. Je travaille au sein d'une agence normande de biodiversité et de développement Ah, durable. C'est un groupement d'intérêt public. Voilà, parlez un peu plus près du micro, Nadine, s'il vous plaît. Oui, je parle au plus près Parfait. possible. ouais, Notre, ouais. notre groupement d'intérêt public est une structure composée de 23 membres sur le territoire de la Normandie qui agissent en faveur du développement durable. Nous sommes en fait l'équivalent d'un laboratoire d'idées qui vise à accompagner la transition écologique, énergétique, sociale, économique en Normandie. Et on agit à la fois sur la biodiversité et le développement durable. Ma question, Monsieur Étienne, s'adresse aux médecins que vous êtes, parce que nous travaillons beaucoup sur les questions de santé, environnement et de santé et développement durable. Et on essaye de démontrer qu'agir en faveur du développement durable, c'est agir en faveur de la santé. Et on intervient beaucoup en direction des élus pour les convaincre de mener des actions qui vont pouvoir avoir des impacts positifs sur la santé des individus, mais aussi sur la santé de l'ensemble de l'écosystème, de la biodiversité, etc. Comme le concept One Health, une seule santé, le démontre, c'est-à-dire que si vous agissez pour la mobilité, vous agissez aussi sur la santé. Si vous agissez pour préserver les écosystèmes, vous agissez sur la santé, etc., etc. Ce qu'on constate, c'est que la santé, c'est une très bonne porte d'entrée pour sensibiliser les individus et pour les inciter à agir. Parce que du coup, quand on leur parle des impacts sur la santé, ils vont parfois plus facilement agir que si on leur parle d'impact en termes de changement climatique, parce que les résultats, les impacts en tout cas, ils les conçoivent beaucoup plus facilement. Alors ma question, en l'occurrence, c'est que pour autant, on ne souhaite pas forcément attiser les peurs des individus, attiser les peurs des élus en leur parlant de santé et d'impact négatif constant. Je voudrais savoir si selon vous, il y a des meilleurs leviers que d'autres pour parler de santé et de développement durable aux gens, pour les inciter plus favorablement à l'action. Ah, c'est une excellente question, Nadine. Merci beaucoup. Jean-Louis Étienne, Nadine vous demande, souvent lorsqu'on fait le lien santé-environnement, beaucoup de médias ou d'associations ont tendance à alerter. Vous m'entendez ou pas, Jean-Louis? Oui, là j'entends mieux, là. Oui, ça va, c'est très bien là. Super. Alors je recommence. Souvent, lorsque l'on parle du lien santé-environnement, aussi bien les médias que les associations se veulent porte-parole, évidemment, des dangers. Et du coup, ont tendance à alerter et malheureusement à jouer sur le fil de la peur. Et du coup, Nadine se demandait, n'y a-t-il pas un autre biais de communication qui permettrait de responsabiliser les acteurs, et notamment les politiques, mais sans avoir ce drapeau toujours de la peur avec nous? En tant que médecin, Jean-Louis Étienne. Oui, médecin, vous avez raison. Là, je reste d'abord dans la médecine. L'enquête épidémiologique, c'est-à-dire l'impact des questions de la qualité de l'air, l'impact de la nourriture sur la santé, c'est quelque chose qui prend toujours du temps. Et les enquêtes épidémiologiques sont toujours un petit peu compliquées. C'est souvent au bout d'une enquête qu'on se rend compte que les choses sont nocives ou ne le sont pas, etc. Mais vous avez raison, je ne pense pas que ce soit en faisant peur par les atteintes à la santé qu'on arrive à des résultats. Parce que moi, j'ai tendance à dire, bon, les choses qui sont préjudiciables pour la santé, la qualité de l'air, ça c'est une chose. Si on veut être un acteur de la meilleure qualité de l'air, surtout si on vit en milieu urbain, il est évident que les transports en commun, les futures voitures électriques, etc., ce sont des choses sur lesquelles il faut aller, parce que ça permettra d'avoir moins de bruit et d'avoir moins de gaz d'échappement, donc une meilleure santé. Moi, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps avec des pneumologues, un patron de l'hôpital la Salpêtrière, de pneumologie de la Salpêtrière, à une époque où ça a repris la circulation, mais les personnes fragiles qui habitent, je parle de Paris, là, en périphérie, très proche du périphérique, sont beaucoup plus malades d'asthme, de bronchite chronique, que ceux qui n'habitent pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une réalité. Et donc, vouloir
protéger la santé, c'est agir sur les méfaits. Donc, autre chose, sur la qualité de la nourriture. Il y a une chose qu'il faudrait faire en amont. Moi, je me souviens, j'ai fait médecine, comme je vous l'ai dit, j'étais interne en chirurgie, puis moi, j'aime étudier, moi. Et donc, j'ai fait une spécialité de nutrition après. Et c'est pas très compliqué de bien se nourrir. Et à partir du moment où on fait l'éducation à la qualité de la nourriture, c'est quelque chose qui permet aux citoyens de faire des choix, de ne pas avoir des tunnels de choses qui mangent complètement. Cette obésité que nous voyons, c'est la malbouffe, quoi, hein, la majorité. C'est mal se nourrir, c'est ne pas s'intéresser à soi, trop à sa santé, et puis on en fait un objet, on en fait quelque chose où on est malade de la santé, etc. Il y a une sous-culture de qu'il est sain de manger ou pas. Et il est évident que la nourriture de qualité biologique, elle est plus coûteuse, c'est évident. Et c'est là qu'il faut travailler parce que elle est meilleure pour la santé. Mais ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que les gens qui n'ont pas trop de moyens achètent des conserves et mangent des choses comme ça. Ils se garnissent l'estomac parce qu'ils ont faim et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils mangent des choses qui sont pas bonnes. Moi, je fais des expériences de temps en temps. Je cuisine, hein, je fais la cuisine pour moi. Je regarde, je décide de faire quelque chose de simple, ça me coûte 6,05 €. C'est ce que j'ai payé tout à l'heure pour le déjeuner. Donc, si on a une culture, il faut avoir une meilleure connaissance de la qualité alimentaire, de comment on s'alimente. Ce sont des choses simples, mais j'ai l'impression que ça a un peu disparu de l'éducation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais agiter toujours la santé, je préfère montrer les solutions vers lesquelles il faut aller pour se préserver la santé. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne. J'ai une question qui est passée donc à l'écrit et qui était une question qui a été reprise par plusieurs internautes, notamment pendant notre entretien. Les gens se demandent, Jean-Louis, quand est-ce que pourra partir Polarpod? Et puis alors surtout, est-ce que vous serez de l'expédition? Ça a l'air de beaucoup les intéresser, donc on y va. Ah d'accord. Vous les impressionnez, vous les impressionnez. Donc je parle de ce projet de navire vertical. Donc on va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. C'est un océan qui a une réputation d'océan agité, quoi, hein, les fameux 50e hurlants, parce que ce sont des zones où il y a beaucoup de vent. Et la question c'est, on va partir, ça fait 10 ans que je travaille dessus, on va partir en fin 2023. Donc tout ça, ça a été acté maintenant. Et donc le Polarpod va être construit à partir de l'année prochaine. Il y a des appels d'offres, il y a tout ce qu'il faut, toute la partie administrative et juridique qu'il faut faire. Ça va prendre 1 an, le construire. Alors donc, quand on va partir, quel âge j'aurai moi en 74, j'aurai 78 ans. Mais moi, je fais la fusée pour y aller. Vous voulez, mais ça veut pas dire, ça va durer 3 ans. Ça ne va pas dire que je vais y rester les 3 ans, pas du tout. Je vais y aller pour voir un peu comment ça marche, ce qu'on a imaginé, voir la grosse mer dans un bateau un flotteur qui est très confortable. Donc, moi, il y a une équipe, il y a des marins qui vont se mettre en place, il y a des scientifiques qui vont monter. Moi, j'ai inventé l'histoire et je suis le chef d'orchestre, si vous voulez. C'est moi qui est piloté pour que ça se fasse. Mais tant que j'ai la santé, j'ai l'envie. Vous savez, ce qui est important, c'est de persévérer dans une idée qui vous tient à cœur. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se construit, et c'est comme ça que j'ai en fait jamais décroché, parce que j'ai continué à faire des projets qui me tenaient à cœur, et donc tout d'un coup, vous avez une idée, une révélation que c'est peut-être ça que vous aimeriez faire. C'est précieux, ça. On n'a pas tous les jours une idée qui vous mobilise ou qui vous fait dire, tiens, mais voilà. Mais sachez que
quand vous avez une idée qui vous tient à cœur, espèce de rêve, peut-être quelque chose, ça demande d'y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. Moi, je passe mon temps à travailler et en fait, ça me tient éveillé, ça me tient en vie, ça me tient dans un relationnel avec des jeunes ingénieurs, avec des jeunes scientifiques. Et donc, je me nourris de ça en même temps et pour le moment, ma santé me permet de continuer. Alors, je ne sais pas comment je serai en fin 2023, mais j'envisage sérieusement de continuer. Mais c'est pas un effort comme le pôle Nord où je tirais mon traîneau, j'ai eu moins 52 sous la tente. J'ai plus envie de me cailler comme ça. Vous voyez, les projets évoluent avec l'âge. Et ce qui est intéressant, c'est que les projets, j'ai l'impression qu'ils évoluent avec l'âge. C'est-à-dire que j'ai d'autres talents, j'ai un petit peu plus. Aujourd'hui, quand je vais voir un partenaire, il voit pas en moi un héros qui va braver les 50e hurlants. Il voit quelqu'un qui est en train de monter un projet, qui a un intérêt pour le climat, pour la biodiversité, les études que nous allons faire sur un océan méconnu. C'est ça qui est important. Je ne suis plus le héros Mataguer, quoique quand même, il y a 10 ans, j'ai traversé l'océan le pôle Nord en ballon. Ça, c'était un peu limite quand même, vous voyez, en termes d'engagement. Mais bon, en tout cas, on espère, on vous suivra, Jean-Louis. Pardon, on vous suivra en 2023. On espère tous que vous serez là. Vous êtes notre héros, là. Bon, une autre question, peut-être, Stéphane, d'un internaute, s'il te plaît. Oui, Magali, Erika souhaiterait poser une question à Jean-Louis Etienne. Erika, oui. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Oui, je vous entends. Bonjour. Super. Et vous aussi, vous écoutez, Erika, je vous entends très bien. Vous venez d'où, Erika? De Caen, de la Normandie, du Calvados. Parfait. Parfait. Bonjour à tout le monde. Ok. Donc, bonjour, Monsieur Etienne. Donc, merci pour votre pédagogie. Effectivement, vos propos sont très, très compréhensibles, très clairs et accessibles. Donc, merci pour votre pédagogie. Et je voulais donc poser une question sur l'impact du réchauffement climatique sur la santé. Voilà, c'est un vaste sujet, mais avec votre pédagogie, je pense que vous pouvez nous en dire quelques mots simplement, et aussi peut-être nous conseiller, nous les mutuelles, sur ce qu'on pourrait développer pour acculturer les adhérents à l'impact du réchauffement climatique sur la santé. Donc, je vous remercie pour votre réponse, Monsieur Etienne. Oui. Alors, le réchauffement climatique a un premier impact direct, surtout l'été. On voit que les canicules deviennent invivables. Quand notre température centrale, notre corps humain est à 37. Quand la température moyenne extérieure est à 40, comme ça a pu se passer cet été, on voit qu'on est en difficulté. Et donc là, bien sûr, se mettre à l'ombre, mettre un ventilateur, se mouiller, rafraîchir. Mais voyez, on le sait bien. Donc nous évoluons vers une société française, je dirais, où on va de plus en plus avoir besoin de climatiseurs. Et c'est pas dans la culture française, les climatiseurs. Vous allez en Asie, tout le monde en a, au Japon, aux États-Unis, nous sommes là. Tout ça pour souligner que nos besoins énergétiques vont s'accroître. Et donc, qui dit besoin énergétique, il faut avoir des ressources énergétiques non carbonées. Donc ça, c'est la question que soulève en permanence, si vous voulez, l'augmentation de nos besoins énergétiques. Donc, c'est la canicule, se protéger des canicules à venir parce qu'on va en avoir de plus en plus. Deuxièmement, les sécheresses, les perturbations climatiques dans certains pays entraînent des modifications des écosystèmes. On pense que, le Ebola par exemple, le virus Ebola qui est mortel, mais il n'a pas envahi la planète, alors on s'en est un peu moins occupé à l'échelle planétaire, mais c'est un virus qui est mortel. Et donc, on a détruit un écosystème, c'était la chauve-souris qui le portait, donc tout d'un coup, ce porteur sain,
on a détruit son habitat, il s'est déplacé, il a été mangé par un autre qui est mangé par l'homme et qui l'homme l'attrape. Donc vous voyez, le réchauffement climatique impacte des équilibres des écosystèmes et met en évidence des virus qui sont des virus, il y en a plein. Il y en a des beaucoup plus mauvais que le Covid, plein. Il y a des partout, il y a plein de virus. Mais il y a ce qu'on appelle des porteurs sains, des porteurs asymptomatiques. Les chauves-souris sont des exemples, je l'ai cité tout à l'heure. Et si vous détruisez un habitat et que par exemple les singes vont venir manger les chauves-souris, attraper le virus, et il y a des hommes qui mangent des singes, etc., c'est comme ça qu'Ebola c'est là. Et ce virus-là, le Covid, il est né certainement d'un passage entre un porteur sain et l'humain qui n'a pas de système de défense. Et donc tout ce qui affecte les équilibres des écosystèmes met en évidence, si vous voulez, un impact sanitaire à travers l'émergence des virus. Ensuite, vous avez bien sûr la qualité de l'eau. On a de la chance, on est dans un pays où l'eau est très surveillée. L'eau de boisson, elle est extrêmement surveillée. Le nombre d'habitants sur la planète qui meurent de diarrhée mortelle, si vous voulez. Voilà. Donc, nous sommes dans un pays relativement protégé de tout ça, mais vous avez compris que tout ce qui va déréguler l'équilibre des écosystèmes et le confort de notre température est préjudiciable pour la santé. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. Nous allons maintenant passer peut-être sur les réseaux sociaux. Bénédicte, est-ce que tu es par là? Est-ce que ça bouge un petit peu sur nos réseaux sociaux? Oui, nous avions une question de bonjour à toutes et tous et bonjour Jean-Louis Etienne. J'avais une question de Joël Gernès de FNE Normandie, donc une association. Donc France Nature Environnement. Tout à fait, une association qui agit sur le territoire normand et qui souhaiterait savoir quelle image frappante on pourrait exposer aux décideurs industriels, agricoles et autres lorsque on agit en tant qu'association. Pour pouvoir leur montrer l'impact du réchauffement climatique. Alors, bon, les industries. Alors, je visite pas mal d'entreprises quand même. Hein. Je participe à un jury qui émet des prix auprès d'entreprises qui vont dans le bon sens, on va dire, pour parler simplement. Il y en a beaucoup. Vous voyez, il y en a beaucoup et ça me rassure chaque fois que je vais en voir. Et c'est souvent quand l'exemple typique, c'est une entreprise familiale qui s'est développée, le fils ou la fille prennent le relais et commencent à moderniser les choses, c'est-à-dire limitent les émissions, les recyclent, isolent l'habitat, ont des ressources énergétiques moins consommatrices. Voilà. Et donc, je signale ça parce que il existe des choses qui vont dans le bon sens. Pour ce qui est du réchauffement climatique et de l'agriculture, ce que j'évoquais tout à l'heure, la présence de l'arbre, pour moi, l'arbre va permettre de réconcilier l'agriculture et la nature. Il y a des projets qu'on appelle agroforesterie. J'adore l'agroforesterie. Si vous voulez, le principe est intéressant. C'est dans ces champs immenses, hein, ces déserts agricoles que vous avez, où, quelle peut redonner, oui, il n'y a rien sur ces terrains à l'heure actuelle, où ils ont été moissonnés, etc. Ce sont des déserts. Et sans vouloir offenser les grands céréaliers, la terre, elle est morte. La terre, elle sert, si vous voulez, à tenir les racines, à capter l'eau de pluie, si elle arrive à la conserver, et de toute façon, cette culture-là, elle est nourrie déjà presque sur la graine, et on ne cesse, voilà. Donc ce qu'il faut arriver, c'est à restaurer les sols. L'arbre permet ça. Et donc l'agroforesterie, c'est mettre dans ces immenses déserts céréaliers. Quand je dis désert, c'est avant que ça pousse, il n'y a pas un animal, il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas un lapin, il n'y a pas un campagnol qui va se lancer dans ce désert, il n'y a rien à bouffer, et puis il n'y a rien. Donc en plus on a enlevé les haies qui sont sur les côtés, ce sont d'une grande pauvreté biologique. Et donc l'agroforesterie, j'y reviens, c'est mettre des rangées d'arbres dans ces grands champs
suffisamment espacés pour que les moissonneuses boiteuses puissent passer. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. En Afrique, c'est assez développé, ça s'est développé avec succès. Ça se développe en France, dans le Gers, il y a une entreprise qui travaille là-dessus, qui le fait bien. Et donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, l'arbre, il fixe le sol, il fixe l'hygrométrie du sol. C'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Donc là vont se développer une multitude d'insectes qui vont pouvoir aller contre les ravageurs, ces fameux ravageurs sur lesquels on met de tout. Donc c'est recréer cet écosystème naturel. Alors, j'ai fait une conférence comme ça à Dijon, il y a 7-8 mois à peu près, où il y a beaucoup de céréaliers, des grandes... Et à ma gauche, sur l'estrade, il y avait un céréalier, un grand exploitant. Et il me dit, c'est bien, monsieur Etienne, votre histoire, là, mais vous avez vu la terre que vous nous prenez. Et je dis, mais c'est pas à vous que je m'adresse, c'est à votre fils. Parce que vous, là-bas, mais votre fils, quand il va reprendre l'affaire, dans une vingtaine d'années, même avant, les canicules monstrueuses qu'on va avoir, les problèmes d'accès à l'eau, de sécheresse, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça prend du temps, ce sont des investissements sur la durée, mais c'est une solution qui pourrait permettre, si vous voulez, de redonner vie à des champs, de retrouver un équilibre écologique sur les agricultures, pour la culture. Et j'aime bien ce concept, regardez ça, agroforesterie, c'est pas exotique du tout, ça existe déjà et ça a des résultats intéressants. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne. Peut-être un commentaire très succinct sur le projet fou de Francis Allais, donc le botaniste, de recréer des forêts primaires en Europe qui ont complètement disparu, mais de les laisser aller sur plusieurs centaines d'années, évoluer jusqu'au climax. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Francis Allais connaît parfaitement les forêts, bien sûr. C'est toute sa vie. Il a aussi beaucoup travaillé sur les forêts tropicales. Alors, pour Francis Allais, il y a cette forêt primaire qu'il chérit de manière à laisser. C'est un peu comme des aires marines protégées, des aires protégées où on va laisser la nature complètement prendre là. Il y a ça. Et Francis Allais parle quand la majorité ou beaucoup de forêts que nous avons sont des forêts maîtrisées, ce sont des forêts de culture, ce sont des arbres qui ont été plantés. Voilà. Donc, ce sont des cultures. Pour Francis Allais, c'est pas de la forêt, c'est de la culture, de l'agriculture forestière. On ne peut pas... J'essaye de trouver un mi-chemin, parce qu'en fait, quelqu'un qui a un champ, un agriculteur, un exploitant agricole qui a un champ, il va pouvoir mettre du blé s'il veut, du colza, je ne sais pas, il peut décider de cultiver des arbres. Parce que l'arbre, c'est une ressource. Voilà. Et alors donc, ce n'est pas l'idéal, ces monocultures, là, ce n'est pas l'idéal pour retrouver une biodiversité, etc. Ça n'a pas pareil. Mais j'aime bien l'idée de Francis Allais de recréer exactement comme on crée des aires marines protégées ou des parcs protégés, de faire un lieu où tout d'un coup on ne va plus s'en occuper et on va renouer avec des écosystèmes originels. Et je peux vous dire que je suis à peu près sûr que les oiseaux vont venir, etc., etc. Parler de quelque chose qui est un peu marginal, mais quand même intéressant. Tchernobyl a été une catastrophe. Et donc c'est d'une zone qui est inaccessible, qui est fermée. Il y a une reprise de l'activité des arbres, de la végétation, de la forêt. Il y a des loups de nouveau, il y a une vie. On ne sait pas comment ils s'en sortent, mais il y a de nouveau, si vous voulez, étant donné que l'homme n'est plus là et ne s'occupe plus de rien, il y a des forêts quasi primaires qui sont en train de repousser avec une végétation. Alors, peut-être que ce sont des loups à 6 pattes, je ne sais pas, avec des formations génétiques, peut-être, mais je sais que ceux qui l'ont survolé ou qui ont eu accès me racontent qu'effectivement, il y a une reprise d'activité. Donc, je pense que si on laissait des coins interdits à l'homme et réservés à la nature, moi, je suis d'accord avec Francis Allais, on verrait des choses intéressantes. Et à partir de ces gisements, ça va être des vraies maternités, si vous voulez, et donc on pourrait voir des oiseaux qui repartent, trouver... Parce que quand ils vont être assez nombreux, ils vont se faire virer par les parents.
dans toutes les espèces, si vous voulez, une fois que le petit est né, il faut qu'il se démerde. Et donc, il pourrait aller plus loin et s'aimer, retrouver, si vous voulez, une place ailleurs que dans cette aire protégée. Ça serait une dynamique intéressante. Bon, en tout cas, le projet de Francis Allais est en place. Hein, il est en train d'être finalisé. C'est un peu comme PolarPod. J'ai l'impression, c'est vraiment pour les années à venir. Et où est-ce qu'il va le mettre, Francis, sa forêt? Alors, je l'ai eu en entretien il y a quelques semaines et il n'a pas voulu me donner l'endroit exact parce que justement le projet n'était pas complètement ficelé, mais ce sera en Europe de l'Est. D'accord. Voilà. On en saura plus très rapidement. Je crois il est en train de boucler les autorisations et les financements, évidemment. Super. Ouais. Une autre question des internautes, Stéphane, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a pas mal de questions, Magali, dont Louise, une jeune fille ou jeune adolescente qui souhaiterait poser une question à notre invité. Louise, est-ce que tu nous entends? Oui. C'était pour vous demander, parce que, bonjour, depuis quelques temps, il y a de plus en plus de nouvelles générations qui se mobilisent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en manifestant, par exemple, avec les Vendredis pour le climat. Et c'était pour savoir si vous aviez un message à leur faire passer. Merci beaucoup, Louise. D'abord, c'est bien parce que il faut que tout le monde se mobilise. Ce plus compliqué, c'est de trouver les solutions. Alors, je vais te donner un exemple de jeunes qui se sont mobilisés. Ça se passe à Poissy, c'est une banlieue parisienne, où il y a des enseignants, qui, depuis le CM2, 6e jusqu'à 5e, ont pris une classe et donc on fait des formations aux questions environnementales dans différents domaines et ils sont allés, ils les ont accompagnés à l'Assemblée nationale à Paris pour voir comment se discutent les lois, où se font les choses, etc. Donc j'étais le parrain de cette classe de jeunes. Et donc je vais les voir, je dis, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre objectif? Alors ils me disent, on veut sauver la planète. Je dis, ça c'est une bonne idée, mais on va commencer par sauver Poissy. Poissy, donc cette banlieue. Je dis, vous avez déjà une culture, vous avez des enseignants qui vous ont appris, vous savez même peut-être comment on fait des lois, vous savez écrire, vous savez peut-être faire des dossiers. Donc moi je vous propose de prendre peut-être 10 maisons à Poissy. C'est une banlieue qui n'est pas forcément riche, Poissy, hein. Donc il y a des gens qui sont certainement dans difficultés financières. Et vous savez, dans une maison où il fait froid et humide, on tombe malade, ça coûte cher à la sécurité sociale et ça fait des arrêts de travail. Donc je pense que c'est bon pour la sécurité sociale d'isoler l'habitat. Et donc je leur ai dit, vous allez peut-être isoler 10 foyers et vous allez aider ces gens, comme vous avez de la culture, à remplir des dossiers pour trouver les aides qu'il faut ou pour trouver des voisins, mobiliser peut-être quelques personnes qui ont des moyens pour les aider à refaire l'isolation de l'habitat et leur vie va se trouver transformée. Tout ça pour dire que il y a la mobilisation que vous faites et qui est indispensable, mais il faut être un acteur, il faut entrer dans la solution, vous voyez. Jean Jaurès, ça vous dit rien, mais c'est un grand homme politique et il avait fait un discours à la jeunesse en 1903, vous voyez, il y a longtemps, 1903. Et il avait dit une phrase remarquable, il a dit « Aller à l'idéal tout en comprenant le réel ». Et c'est ce mariage permanent qu'il faut faire. Être dans la toujours dire que ça va pas, manifestation, etc. On vous comprend, en plus vous êtes frais, on vous aime, mais je crois que vous auriez encore plus de poids si vous vous lanciez dans des solutions à des niveaux où vous pouvez apporter la solution, voyez. Parce que si on pense global, on n'a pas la solution, c'est très complexe, voyez. C'est extrêmement complexe quand vous voyez qu'un pays puissant comme les États-Unis, qui pourrait éventuellement infléchir à l'échelle du monde parce qu'ils sont impliqués dans l'économie mondiale, quand vous tombez sur un président qui est climato-sceptique ou qui ne s'intéresse pas au climat, ça fout tout en l'air. Donc c'est compliqué de traiter les choses à l'échelle globale. Donc moi,
ce que je voudrais vous dire, continuez à pointer du doigt les choses qui ne vont pas, mais devenez acteur aussi de la transition. Ça s'appelle transition écologique. Le mot transition est un mot qui a du sens, c'est-à-dire que ça ne va pas arriver d'un coup. Et donc, soyez aussi des acteurs et on vous aimera tout autant. Merci Jean-Louis Etienne. Et je le rappelle, hein, c'est aussi ce que dit Rob Hopkins, donc, qui est l'initiateur du mouvement mondial des villes en transition. Il dit « Il est nécessaire de savoir dire non, mais il est aussi urgent de savoir dire oui », sous-entendu de proposer aussi des actions, chacun à notre niveau, en local, et évidemment la jeunesse également. Ouais. Une autre question, bon, Stéphane. Louise était contente. J'espère qu'elle sera contente. Je vous le dirai, elle est en stage avec nous. Ah oui. Oui, en stage de 3e. 13 ans, elle veut faire un stage dans la presse, c'est bien. Super. Stéphane, une autre question ? Oui, une prochaine question, Magali, de Mohamed, qui est directeur de recherche à Caen. Encore un scientifique. Mohamed, bonjour, vous nous entendez ? Oui, bonjour Monsieur Etienne, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci Mohamed. Pour votre intervention. Donc effectivement, Mohamed Boutoui, je suis directeur de la recherche dans une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs pour le BTP. Et on a également un laboratoire de recherche qui travaille sur l'étude et le développement de nouveaux matériaux de construction, justement pour lutter contre notamment le gaspillage des ressources, les économies d'énergie et également les émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, le secteur de la construction a un impact aussi sur le climat. Et donc, en territoire, donc, nous travaillons sur des solutions justement en local pour le secteur de la construction. On a travaillé notamment sur le recyclage des coquilles qui sont issues de la pêche et de la conchyliculture, notamment dans des pavés drainants pour la lutte contre les inondations, qui sont aussi un risque pour les êtres humains. Et en termes d'économie de ressources naturelles, on travaille notamment sur les matériaux biosourcés et notamment la valorisation de la terre, un matériau ancien et auquel on souhaite redonner, on va dire, une nouvelle jeunesse. Et donc, on voudrait du coup le valoriser. On est en train de le valoriser en tant que matériau de la construction, notamment sur la bauge, qui est tout simplement le mélange de terre plus fibre. Donc, on a développé ce matériau-là et on est en train de le tester en grandeur réelle avec un bâtiment pilote ici en Normandie. Et donc, on espère que cette solution-là pourra être adoptée par l'ensemble du secteur. Et donc, j'avais une question donc, à M. Etienne. Lors de vos expéditions, effectivement, vous avez dû sûrement réfléchir à des solutions pour vous isoler du froid, entre autres. Et donc, je voulais savoir, en fait, comment le secteur du bâtiment et les ingénieurs en général pourraient s'inspirer de vos solutions, notamment pour l'économie d'énergie et les émissions de CO2. Merci beaucoup, Mohamed. Je rappelle, pardon Jean-Louis, je rappelle rapidement, oui. Le secteur du bâtiment, c'est près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre quand même, c'est considérable. Non, Mohamed, c'est très intéressant ce que vous me dites là. Il y a plein de choses que j'ai retenues. En fait, ce que j'aime bien dans ce que vous m'avez dit là, c'est utiliser des matériaux naturels, biosourcés, on dit, pour construire, pour développer des produits manufacturés. Dans la nature, elle est originelle. Avant que l'homme, ce mutant surdoué, arrive, elle reposait sur 3 piliers. La production primaire, c'est-à-dire le verre. Le verre, la chlorophylle, le verre, ça c'est le départ de toutes les vies. Ensuite, vous avez les consommateurs, ils sont végétariens, carnivores, et dans la nature, il y a les recycleurs. Et le recycleur qui fait un boulot remarquable, puisqu'il dénature complètement la matière organique des consommateurs pour en faire de la matière minérale qui va revenir dans la production, alimenter la production primaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et ce que vous faites en utilisant des matériaux sur place comme la terre ou autres matériaux que vous utilisez, c'est effectivement mettre dans l'économie circulaire des produits que l'on va
trouvés sur place et que l'on va exploiter d'une manière, je dirais, circulaire. C'est quasiment irréversible parce que le gisement est important. Je fais des conférences dans les écoles d'ingénieurs, ça m'arrive, et donc quand je parle effectivement que l'homme est un mauvais recycleur parce qu'en fait on n'a fait que se servir et jeter. Et quand ça va pas, on jette. Donc le métier de recycleur, donc j'ai dit là c'est le métier d'avenir. D'avenir au sens où, pas forcément, parce que quand on dit le recyclage, on pense déjà à refaire les poubelles, comment on va faire tout ce qui est dans les poubelles, vous voyez. Donc, ce qui est important dans la notion de recyclage, c'est de trouver en amont des produits dont l'utilisation va être entièrement recyclable en fin d'usage. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va permettre d'envisager une économie circulaire. Et donc, c'est un métier d'avenir, d'arriver... je donne un exemple. On parle beaucoup de batteries électriques. Alors, les voitures électriques, donc on entend dire effectivement les batteries lithium-ion, c'est fait avec du lithium, etc. Du lithium. Bref. Il existe au Collège de France une équipe là qui travaille sur des batteries au sodium. Ça me rappelle ce que vous faites. Vous construisez avec de la terre. Eux font des batteries avec du sodium. Le sodium, il y en a partout. La mer est pleine de sodium, NaCl, il y en a. Voilà. Et donc, ils travaillent là-dessus. Il existe déjà des batteries au sodium. J'en ai visité une au Texas, dans un village qui était, enfin une ville moyenne quand même, qui était en bout de circuit électrique. Et il y avait des coupures de temps en temps. Et la batterie au sodium, c'est une grande bâtisse, c'est un cube, effectivement, qui permet d'assumer une transition pendant à peu près 24 heures. Donc, c'est ça qui est intéressant, vous voyez, de faire des batteries au sodium. Et donc, quand vous me dites que vous utilisez les produits biosourcés, ça c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Alors, dans le bâtiment aujourd'hui, le bâtiment ancien, moi je vois, j'habite à Paris dans le 15e, là devant moi j'ai des immeubles des années 70 qui sont des passoires énergétiques. Effectivement, ils sont en train d'isoler l'habitat par l'extérieur. Ça va très vite, hein, ça ne doit pas coûter très cher, ça va très vite. Et donc, le résultat est formidable. Et pour bien encourager les gens à le faire, parce que c'est une perte d'énergie considérable, le bâtiment, il y a des véhicules, moi je suis originaire du Tarn, j'ai vu ça, un véhicule sur lequel vous installez des capteurs à infrarouge. Et vous circulez dans la rue le soir, en hiver, quand il fait nuit, vous voyez, l'hiver est là, et donc quand vous passez devant les maisons, vous avez le dessin des fenêtres en rouge comme ça, bien sûr, parce que s'il y a une fuite, vous avez le bas des portes en rouge, parce que c'est l'infrarouge, c'est la chaleur, bien sûr, vous le savez. Voilà. Et donc tout d'un coup, ça permet de visualiser les fuites énergétiques que l'on a à la maison. Ça se fait avec des drones. Avant, ça s'est fait avec un dirigeable, j'ai vu ça. Mais ça se fait avec des drones. Et vous passez au-dessus des maisons avec un drone, avec des capteurs infrarouges. Et vous voyez la déperdition thermique. Voilà déjà une façon de montrer aux citoyens là où il faut qu'il agisse. Et moi, je suis partisan que le citoyen il soit un acteur de ça. Il n'attende pas que toujours papa à l'Élysée lui finance, machin et tout. Il y a pas, bien sûr, il y a des gens qui sont en difficulté, mais il y a beaucoup de gens qui ont un pouvoir d'achat moyen. Et c'est ça les bons acteurs. Et donc je dis régulièrement dans des conférences que je fais auprès du grand public, vous avez 3 ou 4 copains qui sont des voisins, là, vous avez décidé, vous êtes à la retraite, éventuellement, vous allez décider d'aller chez le Roi Merlin, Castorama, où vous voulez, acheter de la mousse ou de la laine de roche, et vous allez vous y mettre à plusieurs, et vous allez faire l'isolation de l'habitat. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, parce que ça ne coûte pas cher la laine de roche. Mais on est installé dans quelque chose où on est tellement habitué à ce qu'on nous serve les solutions, qu'il y a une perte colossale dans l'initiative personnelle. Et c'est ça que j'encourage tout le temps. Et puis, vous avez entendu parler, Mohamed, des constructions en bois maintenant. Il y a de plus en plus des constructions à ossature bois. Alors, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dans une poutre de 20 kg sèche, vous avez 10 kg de carbone. Ce sont des zones de stockage qui permettent effectivement de stocker le carbone que les arbres ont capté de l'atmosphère. Et aujourd'hui, on arrive à faire des vrais bâtiments de 15-16 étages, quoi, entièrement à ossature bois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi, de mon expérience?
dans la vie de tous les jours, l'isolant, c'est l'air. L'air immobile. Hein, c'est-à-dire, il faut multiplier les couches de vêtements de manière à, hein, si vous mettez un double ou triple cloison, exactement comme le vitrage, multiplier l'air immobile. Parce que l'air mobile, le vent, c'est quelque chose qui vous soustrait complètement vos calories, qui vous traverse. Alors, ça dépend ce que vous avez. Il y a ce qu'on appelle des vêtements étanches au vent. Hein, et alors, si vous voulez savoir acheter un bon vêtement étanche au vent, vous allez dans un magasin, vous choisissez un anorak, par exemple, et vous soufflez comme ça. Vous soufflez. Si le souffle passe à travers, c'est pas bon, quoi. Hein. Si vous voulez être vraiment étanche au vent, il faut que ça arrête là. Et bien sûr, en hiver se couvrir, multiplier les couches, ça permet d'avoir de l'isolant, et se mettre à l'abri du vent. Le vent n'est pas quelque chose qui abaisse la température. Le vent accélère votre refroidissement. Donc vous êtes ingénieur, vous comprenez la différence. Ça accélère votre refroidissement, donc la perception du froid est plus intense. Donc couvrez-vous bien, mettez-vous à l'abri du vent. Et voilà tout ce que je voulais vous dire sur l'isolation. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ça va, Mohamed, ce que je vous ai dit? Ah. Il est parti. Mohamed, c'est bon? Vous avez vos réponses? Il est parti. Je précise quand même, Jean-Louis, au niveau des isolants, il est content. Oui, il a fait comme ça. On a bien évidemment, vous avez parlé de la laine de roche, mais il y a aussi des isolants biosourcés, comme la ouate de cellulose ou la laine de bois, qui ont un impact quand même écologique qui est bien moindre sur la planète et qui sont à privilégier, si je peux me permettre. Voilà. Et attendez, Magali, moi j'en ai un autre. Moi, chez moi à la campagne, dans le Tarn, j'ai isolé les combles avec de la laine de mouton. Laine de mouton, ouais. Oui, parce que la laine de mouton, c'est pas quelque chose qui est très recherché aujourd'hui. Il y a très peu de laine, puis c'est des moutons qui n'ont pas forcément une laine, mais on les utilise pour la viande, si vous voulez. Donc on les tond et j'achète. Et vous le mélangez avec de la sciure de cèdre, parce que ça permet comme ça aux insectes de ne pas se développer. Alors pendant quelques mois, ça sent la bergerie, mais après, c'est un isolant formidable et c'est pratiquement pas cher du tout dans les fermes, quoi. Bon, maintenant Jean-Louis, je vois mes collègues sont en train de me presser. Il nous reste 10 minutes. On va essayer de prendre, il y a beaucoup de questions en fait, donc on va essayer d'en prendre encore 2 ou 3. Ce serait formidable. Peut-être des réponses un peu plus courtes, si c'est possible. Oui, mais j'aime raconter des histoires, moi non. Mais oui, nous on aime vous écouter. Mais là, on va essayer de donner la priorité aux questions. Allez, c'est parti. Stéphane, une autre question? Oui, Sandra pour une nouvelle question à Jean-Louis Etienne. Super. Bonsoir. Sandra, bonjour. 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 Bonjour à l'équipe de Sans Transition. Bonjour Jean-Louis Etienne. Je suis enseignante en élémentaire et je voulais savoir si vous avez pensé, tout comme l'avait fait Thomas Pesquet lors de son voyage dans l'ISS, de pouvoir faire une rencontre à distance avec les écoliers. Alors j'avais pu le vivre justement avec des écoliers de CM1, CM2 lorsque Thomas Pesquet était en direct dans l'ISS. Donc, est-ce qu'en 2023, peut-être, ça pourrait être un projet possible pour sensibiliser les plus jeunes? Voilà, merci. Merci Sandra. Donc Jean-Louis, je le fais depuis... Bientôt en direct de Polarpod. Je le fais depuis, on va dire, 40 ans. J'ai commencé à partager, si vous voulez, les émissions, parce que une expédition... ça, c'est quelque chose qui plaît, on raconte l'histoire, et l'aventure est un véhicule qui fait rêver et qui permet de faire passer de l'information. Et donc j'avais commencé il y a longtemps avec le Minitel, ça vous dit rien tout ça. C'était Edutel, c'était le Minitel de l'Éducation nationale, puis c'est devenu, on a eu le fax, puis le web. Donc c'est quelque chose que je connais, et il est évident que sur le Polarpod, nous sommes en train de monter un projet pédagogique. Alors ça a beaucoup évolué, aujourd'hui les moyens de communication vont permettre de faire quasiment du direct image depuis là-bas. Donc on monte le projet, on va faire un nouveau site, mais le nouveau site va commencer à peu près dans 1 an. Donc nous aurons effectivement des projets pédagogiques avec des émissions en direct depuis le Polarpod.
Formidable. Merci beaucoup parce qu'on a eu plusieurs commentaires d'enseignants. Je vois, il y en a beaucoup qui se demandent aussi quand est-ce que l'urgence climatique sera enseignée à l'école et évidemment le comportement citoyen qui va avec. Voilà, c'est une grande préoccupation des enseignants d'être aussi avec la réalité. Une autre question, Stéphane, peut-être? Eh bien, en parlant de citoyens, une prochaine question d'Alexis. Alexis, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Vous nous entendez? Oui, bonjour Très bien, Alexis, moi je vous entends. Ouais. Ouais. Alors moi, j'avais pas de question en particulier. J'étais très curieux d'écouter l'intervention de Jean-Louis Etienne, donc j'ai réfléchi à une question. Je sais que vous avez écrit le livre Aux arbres citoyens, et moi j'ai eu la chance de vivre en Guyane et au Brésil, et en fait là-bas j'ai découvert la terra preta, et j'ai appris que la forêt amazonienne était peut-être une production humaine, ce qu'on appelle une conception anthropogénique, et que en fait ce seraient les civilisations amérindiennes précolombiennes qui auraient réussi à développer sur une terre relativement pauvre une forêt avec une biodiversité incroyable. Et du coup, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que justement aujourd'hui on a l'impression que l'homme est souvent vu comme un facteur de destruction, qu'il est à l'origine des méga incendies, de la déforestation, des submersions, etc. Est-ce que l'homme ne pourrait pas aussi être vu comme un accélérateur de biodiversité et justement faire reculer les déserts, se battre contre la 6e extinction de masse et l'effondrement du vivant auquel nous sommes en train d'assister, qui serait certainement le fait de l'homme d'ailleurs aujourd'hui? Merci beaucoup, Alexis. Donc, je le précise, oui. Alexis est membre d'Extinction Rébellion, Jean-Louis Etienne, l'ONG, oui. Voilà, de l'urgence climatique. Alors, Alexis a dit quelque chose de vrai, c'est que le sol de la forêt amazonienne, il n'y a que la surface effectivement très légère, parce qu'il y a une décomposition de la matière organique. Mais Alexis a raison, c'est un sol qui est pauvre. Et ça, c'est un des problèmes de la déforestation, c'est que c'est un sol qui est pauvre, qui ne dure pas longtemps, et comme ce sont des pluies diluviennes qui s'abattent sur ces récoltes, elles sont lessivées, le sol est emporté, les rivières sont bouchées, etc. Donc c'est une solution à très court terme. Raser la forêt pour faire du soja ou autre culture, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'avenir, sinon de nouveau faire comme chez nous, au bout d'un moment, si vous voulez, où le sol n'est plus vivant du tout. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre une multitude d'intrants pour arriver à obtenir, etc. Donc, c'est qu'une solution complètement anti-écologique. Et moi, j'aime bien quand vous dites, finalement, l'homme pourrait, à l'inverse, devenir un acteur de la reconquête de la biodiversité. Vous voyez, ça me plaît. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y avait une jeune fille qui fait partie effectivement des jeunes filles contre le climat, etc. Et c'est très bien parce que ils nous alertent effectivement, et je lui ai expliqué que ce qui était important, c'est de proposer des solutions, parce que on a un capital de sympathie quand on propose des solutions. Est-ce que vous dites que l'homme peut devenir de nouveau un facteur de recolonisation de la biodiversité à l'échelle planétaire? J'aime ça. Je connais votre mouvement et il nous alerte et il a raison parce que la situation peut devenir très complexe si on ne fait rien. Mais vous savez, une grosse partie de la population manque de connaissances. Connaissances sur des choses simples parce que les gens sont occupés par la journée, par le travail, ils arrivent à la maison, la famille, etc. Et ils n'ont pas beaucoup d'espace pour se pencher sur autre chose, sinon d'écouter que y a peut-être du chômage. Voilà. Donc, il y a tout un travail de pédagogie et d'entrain de manière à faire des citoyens des acteurs de cette transition. Et je suis sûr qu'il le fera avec plaisir parce que, moi je dis tout le temps, dans l'action écologique, il y a du fun. Quand vous avez fait quelque chose qui... Je prends l'exemple tout le temps le même, quand vous avez... Moi j'habite dans un quartier à Paris où il y a des gens qui font la marche dans la rue. C'est souvent les mêmes, je les connais un peu, donc on ne peut pas donner à tout le monde. Mais je donne à quelqu'un.
Et quand vous avez donné un peu à quelqu'un, vous avez ce sentiment d'avoir participé un petit peu, ou d'avoir allégé un petit peu sa misère, ou d'avoir, voilà. Et je pense que ça me paraît important que chaque citoyen devienne un acteur de la transition. Vous voyez, pendant le Covid, les Français ont économisé 55 milliards. C'est géant. 55 milliards qu'ils ont mis à la caisse d'épargne ou assurance vie, ça ne rapporte plus rien. Et donc, dans les interventions que je fais, je dis devenez des acteurs vous-même. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, achetez des panneaux solaires, investissez. N'attendez pas que papa à l'Élysée vous dise qu'on va faire des réductions, parce que ça va arriver c'est tellement compliqué. Mais investissez vous-même, mettre des panneaux solaires sur le toit, acheter une voiture électrique et vous allez vous faire le plein avec le soleil. Et si ça vous intéresse, vous allez plus loin, vous devenez des autoconsommateurs, c'est-à-dire vous allez consommer l'énergie que vous produisez le panneau solaire. Donc ça, vous le regardez la météo. Mardi, vous allez nous rendre compte qu'il y a du soleil. On va faire la lessive mardi parce qu'on sait qu'on aura de l'énergie verte. Et en fait, vous voyez, la solution, elle ne peut venir que si chacun devient un acteur. Donc oui, les grandes solutions, mais oui, l'action à l'échelle plus personnelle, plus humaine, me paraît la solution. Et c'est quelque chose qui permet d'entraîner les voisins, d'entraîner les gens qui vont venir voir et montrer comme c'est quand même intéressant. Parce que quand on parle de problèmes tellement globaux, ça met les gens devant une impuissance totale de se dire, mais de toute façon, même si je fais ça, ça ne sert à rien. Mais c'est ça qu'il faut inverser, c'est ce que vous aviez l'air de vouloir dire, que l'homme peut devenir petit à petit un acteur d'un meilleur monde. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne. On va prendre très rapidement une dernière question. Cette fois-ci, il nous reste 2 minutes, pas plus Jean-Louis. Ah ben oui. C'est parti, Stéphane, on t'écoute. Une question de Philippe pour Jean-Louis Etienne. Bonjour Philippe. Bonjour. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien Philippe. Ben, merci. Alors bonsoir Monsieur Etienne. Merci pour vos explications qui sont très simples et très compréhensibles pour nous tous. Alors moi j'avais une question à vous poser en tant que médecin. Pouvez-vous nous donner votre avis, votre opinion concernant la crise sanitaire que nous subissons sur le Covid-19 actuellement? Merci. Jean-Louis Etienne, magnifique question pour terminer. Voilà, alors votre avis sur la crise, je ne sais pas exactement ce que veut dire Jean-Louis, si c'est au niveau des causes de la crise ou de sa gestion. Peut-être on va parler de sa gestion. Jean-Louis, on va essayer de limiter. Les causes, on a évoqué la destruction des écosystèmes qui fait que tout d'un coup les porteurs sains essaiment effectivement et contaminent un peu partout. Ça, c'est une raison pour laquelle la biodiversité doit être le plus possible protégée. Ensuite, comment la crise est-elle gérée? Moi, sincèrement, j'aimerais pas être ministre de la Santé aujourd'hui. C'est quelque chose d'une grande complexité. Ce que j'ai évoqué au début, les enquêtes épidémiologiques, c'est pratiquement tout à fait au bout, en fin de crise, qu'on peut arriver à tirer des leçons. C'est d'une grande complexité. Je crois que le président de la République va en parler tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez à gérer l'économie d'un pays, parce que il y a des actes généreux qui sont faits en matière d'investissement. On aide les entreprises, les particuliers, les chômeurs, et le président de la République ou les personnes qui sont aux manettes, qui doivent gérer l'argent de l'État, se sont endettés. Nous sommes endettés jusqu'ici, et c'est pas facile. Mais donc il va essayer au maximum de sauver une activité économique, tout en essayant de préserver la population. Donc je n'ai pas de solution. J'habite à Paris et je suis quand même aujourd'hui sur. Il n'y a pas une personne que je vois dans la rue qui n'a pas un masque. Donc on voit bien que les gens ils se sont mis effectivement à l'œuvre là-dessus pour essayer de limiter la contagion. Mais sincèrement, vous avez vu, vous suivez, donc vous êtes médecin, vous avez vu tous ces intervenants. On prend les spécialistes de la Salpêtrière, le spécialiste de l'hôpital de Caen, le spécialiste de l'hôpital de Dijon, le spécialiste de l'hôpital de Marseille, etc. Et vous voyez comme c'est compliqué, ils n'ont pas tout le temps toujours le même avis. Et donc je me garderai bien de donner un avis. Sinon, le plus possible, faites ce que tout le monde a compris, limitez les réunions,
C'est pour ça qu'on fait ça comme ça aujourd'hui. Limiter les réunions, limiter les foyers, toutes les possibilités de contaminer les autres, quoi. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. Bah, écoutez, voici déjà 1h30 que nous sommes ensemble. Wow. Et c'est maintenant là. Ah ouais, vous voyez, quand même, on s'est pas ennuyé. Et c'est la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aussi bien à mes questions qu'à celles des internautes. C'est toujours un plaisir de converser avec vous. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux et puis d'avoir joué le jeu des questions et des commentaires. Voilà, le Webson, c'est vraiment votre émission, c'est votre expression citoyenne. Merci évidemment à notre partenaire Harmonie Mutuelle qui permet cette réalisation. Salut Jean-Louis, à tout à l'heure. Et enfin, merci à tout le staff technique du Webson, donc Benjamin Thérault de Sensitive et Vincent Brizard de Capture. Merci également aux équipes de TBO, TB Sud et de RCF qui permettent un replay de cette émission. Enfin, pour voir et revoir donc le Webson, celui-ci et le dernier avec Boris Cyrulnik, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet ainsi que sur nos médias sociaux. Je vous inviterai jamais assez à lire la presse libre et indépendante. Voilà, c'est aussi une autre information qui passe par ces canaux. Et donc, au plaisir de vous retrouver pour un nouveau Webson. Ce sera le 4 novembre en compagnie de Jean Jouzel. On va parler climat. À très bientôt et merci.